Le fils du chef Apache était aveugle, jusqu'à ce qu'elle retire de ses yeux quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Isabelle Dawson travaillait tranquillement dans la petite clinique de Whispering Sand Valley, soignant les cheminots et les blessés de la frontière, lorsque le bruit des chevaux au galop brisa le silence de l'après-midi. L'infirmière de 28 ans leva les yeux alors qu'elle bandait la main blessée d'un ouvrier du bâtiment, le cœur déjà battant à tout rompre à cause de l'urgence que lui inspiraient ses brises de sabots. En Arizona, des chevaux lancés au galop étaient généralement synonymes d'ennui. Trois éclaireurs Apache firent irruption dans la clinique, le visage marqué par le désespoir et la poussière d'une longue chevauchée. Le cheminot blessé recula précipitamment, renversant une chaise dans sa panique. Isabelle se leva lentement, les mains fermes malgré la peur qui lui parcourait l'échine. Le chef des éclaireurs, un homme buriné aux yeux intelligents, parlait un anglais approximatif, mêlé à sa langue maternelle. Femme médecin, dit-il en montrant l'uniforme d'infirmière d'Isabelle. Vous venez, fils-chef, malade, Palmer, beaucoup lune, Palmer. Sa voix était empreinte de désespoir, mais Isabelle ne savait pas encore que ces hommes avaient chevauché pendant 2 jours, cherchant de l'aide dans chaque village. Les habitants de Whispering Sand Valley s'étaient rassemblés dehors, murmurant avec inquiétude. Isabelle pouvait sentir leur peur, leur crainte qu'elle refuse. Les relations entre les colonies blanches en expansion et les bandes Apaches restaient tendues, marquées par des traités rompus et une méfiance croissante. Mais en regardant dans les yeux du scout, elle vit quelque chose qui transcendait les frontières raciales. L'angoisse universelle d'adultes désespérés d'aider un enfant qui souffre. Quel âge a le garçon? Demanda-t-elle doucement. 6 hivers, répondit le scout. Né avec des yeux qui voyaient le ciel, voyaient la terre. Maintenant, il ne voit plus rien. Les guérisseurs ont essayé. Un médecin blanc venu de loin. Nous lui avons demandé aussi. Vous venez? Oui. La formation médicale d'Isabelle était en conflit avec son instinct de survie. Pourtant, l'image d'un enfant vivant dans l'obscurité lui serrait le cœur. Elle était venue dans l'Ouest après avoir perdu sa propre famille à la suite de la guerre, cherchant un but dans le fait de soigner les vôtres. Comment pouvait-elle tourner le dos à un enfant qui avait besoin de ses compétences? La clinique était silencieuse, à l'exception des respirations laborieuses des cheminots blessés. Tous les yeux étaient rivés sur Isabelle, attendant sa décision. Elle regarda à nouveau les éclaireurs, remarquant leurs armes traditionnelles, mais aussi leur retenue désespérée. Ces hommes auraient pu prendre ce qu'ils voulaient par la force, mais ils étaient venus demander, supplier. « Je vais devoir apporter des fournitures médicales, dit-elle finalement, et mes instruments. » Le soulagement envahit le visage du chef des éclaireurs. « Nous roulerons prudemment. Vous êtes en sécurité avec nous? » Il fit un geste vers ses compagnons. « Ce Niati, cet esprit de loup. Je suis Niati. Chef Taka, envoyez-nous un bon médecin pour aider le petit Ashki. » Alors qu'Isabelle préparait sa trousse médicale, les mains légèrement tremblantes, elle pensa à l'enfant qui attendait quelque part dans la vaste étendue sauvage de l'Arizona. Les paroles des éclaireurs résonnaient dans son esprit. Né avec des yeux qui voient le ciel, qui voient la terre. Qu'est-ce qui pouvait causer une perte totale de la vue chez un enfant? Nayati observait ses préparatifs avec une impatience grandissante. Nous partons avant le coucher du soleil, un autre guérisseur dans une ville lointaine. Nous lui demandons aussi. Il viendra demain, peut-être après-demain. Isabelle interrompit ses préparatifs. Un autre médecin. Oui, une ville appelée Mesa, à 2 jours de cheval. Le Dr. Reeves, un homme bien. Il a déjà aidé les Apaches. S'il vient, vous travaillerez ensemble. Le garçon a besoin de beaucoup d'aide. La révélation qu'ils avaient sollicité l'aide de plusieurs sources impressionna et inquiéta Isabelle. Si les guérisseurs Apaches et maintenant la recherche désespérée d'une aide médicale blanche avaient tous échoué, qu'est-ce qui n'allait pas exactement chez cet enfant? Et pourquoi ce peuple, traditionnellement fier, faisait-il soudainement suffisamment confiance à des étrangers pour les laisser entrer dans leurs espaces les plus sacrés? Elle rangea sa trousse médicale et regarda une dernière fois autour d'elle la clinique qui avait été son univers pendant les 2 dernières années. Quelque chose lui disait que sortir avec ses éclaireurs Apaches allait tout changer. Le cheminot blessé la regardait avec de grands yeux. « Mademoiselle, vous êtes sûre de vous? » murmura-t-il. Isabelle soutint son regard. « Un enfant a besoin d'aide. C'est mon métier. »
Elle suivit Niati dehors où 2 chevaux supplémentaires attendaient. Le soleil de l'après-midi brillait au-dessus de leur tête, projetant des ombres nettes sur la rue poussiéreuse. Les habitants de Whispering Sand Valley se pressaient le long des passerelles en bois, leurs visages affichant davantage de curiosité que d'hostilité maintenant qu'ils voyaient le comportement respectueux des éclaireurs. Niati aida Isabelle à monter sur le cheval de rechange avec des gestes respectueux mais pressants. « Nous allons rouler vite mais prudemment, promit-il. Chef, attendez la femme médecine avec beaucoup d'espoir. » Alors qu'ils se préparaient à partir, Niati s'adressa rapidement à Niati et à Patch. La conversation semblait sérieuse, presque inquiète. Isabelle en saisit suffisamment le ton pour sentir d'autres préoccupations au-delà de la cécité de l'enfant. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle. Niati hésita, puis répondit prudemment. « Autre médecin blanc, s'il vient, vous travaillerez ensemble, bon garçon, besoin de lui. » Il cherchait ces mots en anglais. Besoin miracle, peut-être. Le mot miracle fit frissonner Isabelle. D'après son expérience médicale, les cas nécessitant des miracles impliquaient généralement des conditions bien au-delà des traitements conventionnels. Qu'était-il arrivé au jeune Ashki? Ils chevauchèrent à vive allure tout l'après-midi, suivant des sentiers qui serpentaient entre des formations rocheuses rouges et des canyons cachés. À l'approche du soir, Niati les guida vers un endroit abrité parmi de gros rochers. « Nous nous reposerons ici cette nuit, » annonça-t-il. « Nous partirons au campement au lever du soleil. Ce sera plus sûr ainsi. » Isabelle comprit. Se rendre dans un bastion apache exigeait de la prudence, surtout avec une femme blanche dans leur groupe. Ils firent un petit feu sans fumée et partagèrent de la viande séchée et de l'eau. Pendant ces heures tranquilles, Wolf Spirit lui en dit plus sur l'état d'Ashki. « Les yeux fonctionnent bien quand ils sont petits, » dit-il d'une voix hésitante. Puis lentement. « On voit moins, puis plus rien. Pas de douleur, pas de maladie, les yeux meurent simplement à l'intérieur. » Cette évolution progressive troubla profondément Isabelle. La perte progressive de la vision suggérait quelque chose de plus complexe qu'une simple blessure ou une maladie. Sans outil d'examen approprié, elle ne pouvait que deviner les causes potentielles. Mais quelque chose dans la description de Wolf Spirit titillait son instinct médical. À l'aube, ils reprirent leur voyage, grimpant plus haut dans les montagnes. Niati les guida le long de sentiers à peine visibles pour l'œil inexpérimenté d'Isabelle. Des racines qui zigzaguaient à travers un terrain offrant d'innombrables cachettes. Bientôt, Niati dit en levant la main pour arrêter le groupe. Il siffla doucement. Un son qui imitait le chant d'un oiseau. Un sifflement en réponse vint des rochers devant eux. Mon peuple sait que nous arrivons. Ils continuèrent à monter, et Isabelle commença à remarquer des signes de camouflage soignés. Ce qui semblait être des formations rocheuses naturelles avait subi de subtiles modifications. Des broussailles avaient été disposées pour cacher les sentiers. Les Apaches avaient choisi leur sanctuaire avec une stratégie magistrale. Finalement, Niati les guida autour d'un énorme rocher et Isabelle eut le souffle coupé. Cachée dans un amphithéâtre naturel entre les falaises, toute une communauté existait dans un camouflage presque parfait. Des wickiups et des structures traditionnelles nichées parmi des grottes naturelles et des surplombs. La fumée des feux de cuisine se dispersait à travers des cheminées rocheuses qui rendaient la détection depuis le bas presque impossible. Le campement Apache était un chef-d'œuvre de dissimulation stratégique, invisible jusqu'à ce que l'on soit pratiquement à l'intérieur. Les enfants jouaient près des zones de cuisson, tandis que les femmes s'adonnaient à divers travaux manuels. Les guerriers entretenaient leurs armes et leurs chevaux dans des zones protégées de toute observation. Mais alors qu'ils entraient dans le campement, Isabelle remarqua le silence qui accueillit leur arrivée. Les conversations cessèrent, le travail s'interrompit. Tous les regards se tournèrent vers la femme blanche qui chevauchait avec leurs éclaireurs. « Ils ne sont pas habitués aux étrangers, » expliqua Niati à voix basse. « Mais le chef dit que vous êtes les bienvenus. Sa parole fait loi. » Une silhouette imposante émergea de la plus grande habitation. Même à distance, Isabelle reconnut l'allure d'une autorité absolue. Le chef Tarker mesurait près d'1,80 mètres et sa présence imposait un respect immédiat. Ses cheveux foncés étaient parsemés de quelques mèches argentées et son visage portait les rides d'un homme qui assumait d'énormes responsabilités. Il s'approcha de leur groupe d'un pas mesuré, le visage impassible. Quand il arriva à la hauteur du cheval d'Isabelle,
Il la regarda avec ses yeux sombres qui semblaient voir directement dans son âme. Femme médecine, dit-il dans un anglais prudent mais clair. Vous venez de loin pour aider mon fils. Isabelle descendit prudemment de cheval, consciente que des dizaines d'yeux apaches observaient chacun de ses mouvements. Je suis venu parce qu'un enfant a besoin d'aide. C'est toujours une raison suffisante pour moi. Quelque chose dans l'expression de Tucker changea de manière presque imperceptible. Mon fils dort maintenant. Vous le verrez au lever du soleil. Reposez-vous cette nuit. Demain, nous verrons si la médecine blanche peut faire ce que notre guérison n'a pas pu faire. Alors que Niati la conduisait vers une petite habitation confortable préparée pour elle, Isabelle sentit le poids du défi qui l'attendait. Quelque part dans ce camp caché, un enfant vivait dans l'obscurité, attendant que quelqu'un lui rende le monde de lumière qu'il avait perdu. Elle s'était rendue en territoire apache avec pour seul bagage son espoir et son devoir professionnel. Mais alors qu'elle s'installait dans son logement temporaire, écoutant les sons discrets du campement, s'adonnant à ses routines du soir, Isabelle ne pouvait se défaire du sentiment que le lendemain lui apporterait des découvertes auxquelles elle n'était pas préparée. La nature progressive de la cécité d'Ashki suggérait quelque chose de bien plus complexe qu'une simple blessure ou maladie. Et le docteur Reeves, s'il venait comme promis, la trouverait déjà plongée dans un mystère qui avait déjoué à la fois la sagesse médicinale apache et les précédentes tentatives médicales. Isabelle s'endormit cette nuit-là avec des questions qui tourbillonnaient dans son esprit, sans savoir que dans une habitation non loin de là, un petit garçon était éveillé, se demandant si la femme médecine que les éclaireurs de son père avaient amenée allait enfin pouvoir l'aider à revoir le visage de son papa. Le lendemain matin arriva avec les doux bruits du réveil du campement. Isabelle se réveilla et trouva un petit déjeuner traditionnel apache qui l'attendait devant sa maison, ainsi que de l'eau fraîche pour se laver. Ce geste d'hospitalité la toucha profondément, surtout compte tenu des circonstances. Nayati apparut alors qu'elle terminait ses préparatifs matinaux. « Le chef est prêt à te rencontrer, Ashki. » Il a dit que le garçon était excité. Il a entendu dire qu'une nouvelle guérisseuse venait aider. Ils traversèrent le campement et Isabelle remarqua que les Apaches la regardaient avec une curiosité prudente. Les enfants jetaient des coups d'œil derrière les jupes de leur mère, fascinés par son apparence et ses vêtements différents. Les guerriers hochaient la tête respectueusement, signe que l'acceptation de Taka s'était étendue à toute la tribu. Le chef attendait devant une habitation décorée de symboles qui, selon Isabelle, avaient une signification spirituelle. À côté de lui se tenait une femme d'une quarantaine d'années, dont l'attitude suggérait à la fois la force et une douce sagesse. « Voici Néonie, » dit Taka en présentant la femme. « Notre guérisseuse. Elle a essayé tout ce que notre peuple connaît pour aider Ashki. » Elle observa Isabelle d'un regard intelligent avant de s'exprimer dans un anglais hésitant. « Garçon, bon enfant, yeux cassés, esprit fort, peut-être médecine blanche, voir ce que nous savons faire. Quel traitement avez-vous essayé? » demanda Isabelle, son instinct professionnel prenant le dessus. Quelqu'un a-t-il examiné ses yeux de près? Taka et Nehoni échangèrent un regard. Beaucoup de guérisseurs viennent, dit Taka. Ils se regardent, font cérémonie, donnent herbe. Rien n'aide. Un médecin blanc est venu l'année dernière. Il dit qu'il ne voit rien d'anormal. Mais vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Insista gentiment Isabelle. Le garçon dit que parfois, ses yeux lui semblent étranges, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place. Répondit prudemment Non. Isabelle sentit son pouls s'accélérer. Cette description suggérait la présence d'un corps étranger, quelque chose que les examens traditionnels pourraient ne pas détecter. Puis-je le voir maintenant? Taka acquiesça et appela doucement vers l'entrée de la maison. Un instant plus tard, une petite silhouette apparut dans l'embrasure de la porte. Ashki était un bel enfant, ses cheveux noirs reflétant la lumière du soleil matinal. Mais quand Isabelle regarda dans ses yeux, son cœur de médecin reconnut immédiatement les signes révélateurs d'une cécité totale. Le regard du garçon n'était pas focalisé. Il ne suivait aucun mouvement et ne réagissait à aucun stimulus visuel. « Ashki » dit Taka doucement en anglais, puis il ajouta quelque chose en apache. L'enfant se tourna vers la voix d'Isabelle avec un sourire hésitant et parla doucement en apache à son père. Taka traduisit. « Il demande si vous, femme médecin, pouvez venir aider ses yeux. » Isabelle s'agenouilla à la hauteur d'Ashki et lui parla doucement. « Je vais essayer d'aider Ashki,
mais je dois d'abord examiner ses yeux très attentivement. Est-ce que ça te convient? Taka traduisit ses paroles et le garçon acquiesça avec enthousiasme, parlant brièvement à son père. Il dit qu'il est courageux. Tu veux voir le visage de papa? Dit Taka, la voix chargée d'émotion. Isabelle leva les yeux vers le puissant chef de guerre et le vit simplement comme un père, désespéré d'aider son enfant. Elle commença à déballer ses instruments médicaux, y compris une petite loupe qu'elle utilisait pour les examens détaillés. J'aurais besoin de la lumière la plus forte possible, dit Isabelle. Et quelqu'un peut-il se placer de manière à réfléchir la lumière du soleil vers nous? Ils se déplacèrent vers un endroit bénéficiant d'une lumière matinale optimale. Personne n'aida à positionner le métal poli pour diriger un éclairage supplémentaire. Isabelle expliqua chaque étape à Ashki grâce à la traduction de Taka, afin que le garçon reste détendu et calme. Lorsqu'Isabelle commença enfin son examen à l'aide de sa loupe et de la lumière du soleil dirigée vers eux, elle commença par nettoyer délicatement le contour des yeux d'Ashki. Le garçon coopéra pleinement, lui accordant une confiance absolue malgré sa nervosité évidente. Alors qu'elle examinait attentivement la paupière interne à l'aide de sa loupe, Isabelle sentit son cœur s'emballer. Il y avait clairement quelque chose, une minuscule texture étrangère qui n'aurait pas dû être là. Elle s'arrêta et leva les yeux vers Tucker, de plus en plus inquiète. « Qu'y a-t-il » demanda Tucker, remarquant le changement dans son expression. Isabelle le regarda, puis Nijoni, puis à nouveau l'enfant qui était assis, immobile, en toute confiance. « Il y a quelque chose dans son œil, dit-elle lentement. Quelque chose qui n'a pas sa place là. » Non parla rapidement en apache à Taka, exprimant clairement son désaccord. Taka traduisit. Elle dit pas possible. Elle le vérifiait plusieurs fois. Mais l'examen minutieux d'Isabelle, à l'aide d'outils appropriés, avait révélé ce que les autres avaient manqué. En ajustant sa loupe et en regardant plus attentivement, elle put le voir. Un minuscule reflet métallique qui n'aurait jamais dû se trouver dans l'œil d'un enfant. « Taka, » dit-elle, la voix tendue par une émotion contenue. Ce n'était pas un accident. Le visage de Taka se figea tandis qu'il assimilait les paroles d'Isabelle. Le puissant chef de guerre qui imposait le respect dans tout le territoire apparaissait soudain tel qu'il était réellement. Un père dont l'enfant avait été délibérément blessé. Il serra les poings à ses côtés. « Comment ça, ce n'est pas un accident? » demanda-t-il, son anglais soigné trahissant son émotion. Isabelle baissa les yeux vers Ashki, qui attendait patiemment, inconscient de la terrible révélation qui se déroulait autour de lui. Elle parla doucement à Taka. Il y a quelque chose de métallique dans son œil, quelque chose qui a été placé là. Non parla rapidement en apache, sa voix montant dans l'incrédulité. Taka traduisit automatiquement. Elle dit impossible. Elle l'a examiné plusieurs fois depuis qu'il est bébé. Je la crois, dit Isabelle doucement. Mais j'ai des outils qu'elle n'a pas et une formation qui me permet de reconnaître les corps étrangers. Elle brandit sa loupe. Cela me permet de voir des choses que l'œil nu ne peut pas voir. Ashki parla doucement en apache à son père. Déconcerté par l'attention des adultes autour de lui, Taka s'agenouilla à côté de son fils et lui parla d'une voix apaisante dans leur langue, en lui caressant les cheveux. Il demanda pourquoi tout le monde semblait inquiet. Taka expliqua à Isabelle. Je lui dis que nous avons trouvé quelque chose qui pourrait aider ses yeux. Isabelle eut le cœur brisé pour le père et le fils. Taka, je pense pouvoir l'enlever, mais cela demandera un travail très minutieux. L'autre œil aussi, demanda Taka, redoutant la réponse. Isabelle vérifia rapidement à l'aide de sa loupe et de la lumière du soleil réfléchie, et ses pires craintes se confirmèrent. Oui, il y a quelque chose dans les deux yeux. Le campement autour d'eux était devenu anormalement silencieux. La rumeur se répandait dans un murmure apache que quelque chose d'important était en train de se passer avec le fils du chef. Isabelle pouvait sentir des dizaines de regards la fixer à une distance respectueuse. Personne ne parlait d'attaquant en apache. Son ton était urgent et interrogateur. Il répondit par des mots qui ressemblaient à des ordres. Elle acquiesça à contre-cœur et commença à rassembler le matériel. Elle prépara des chiffons propres et de l'eau, expliqua Tucker. Nous allons le faire maintenant, oui, oui. Mais Taka, Isabelle le regarda droit dans les yeux. Celui qui a fait ça à votre fils devra répondre de ses actes. Une ombre passa sur le visage de Tucker, rappelant à Isabelle pourquoi cet homme était craint en tant que chef de guerre.
Oui, ils devront répondre de leurs actes. Avec une précision minutieuse, Isabelle positionna Ashki de manière à ce que la lumière du matin éclaire parfaitement son visage. Nidoni tenait un métal poli pour diriger un éclairage supplémentaire, tandis que Taka calmait son fils avec des mots doux en apache. « Cela peut te sembler étrange, Ashki, mais cela ne fera pas mal, dit Isabelle. Lorsque Taka traduisit, le garçon acquiesça courageusement et s'adressa à son père. Il dit qu'il est prêt, traduisit Taka d'une voix grave. Tu veux voir papa? Isabelle utilisa ses meilleurs instruments, travaillant avec la précision que sa formation médicale lui avait inculquée. Le minuscule objet était incrusté près du coin de l'œil, ce qui nécessitait une manipulation délicate pour éviter d'endommager les tissus environnants. Après plusieurs minutes tendues, elle sentit qu'il cédait. Avec une pression très légère, le fragment métallique se détacha et tomba sur son chiffon propre avec un petit cliquetis. Ashki allaita et cligna rapidement des yeux. « Papa, dit-il en apache, puis il essaya l'un des mots anglais que Taka lui avait appris. « Lumière, je vois la lumière. » Des larmes coulèrent sur le visage de Taka lorsque son fils le regarda directement pour la première fois depuis des années. Le garçon cligna plusieurs fois des yeux, sa vision s'éclaircissant progressivement à mesure que son œil s'habituait à fonctionner à nouveau. « Papa, dit Ashki en apache, tendant la main pour toucher le visage de son père. Il essaya d'autres mots anglais. « Tu as des rides ici. » Taka traduisit avec un rire brisé. « Il voit mes rides. Il dit que j'ai l'air plus vieux qu'il ne le pensait. » Autour d'eux, le camp éclata en une célébration silencieuse. La nouvelle se répandit rapidement que la guérisseuse avait rendu une partie de la vue au fils du chef, mais l'attention d'Isabelle se concentra sur l'objet dans son tissu. Il était effectivement métallique, fabriqué avec une précision délibérée. Ce n'était pas un débris ou un accident. Quelqu'un avait soigneusement créé cet instrument de cruauté. « Taka, dit-elle doucement, nous devons parler de ceux qui ont eu accès aux yeux d'Ashki. » Avant que Taka n'ait pu répondre, une agitation s'est produite à l'entrée du camp. Nayati s'est approché rapidement, parlant en apache de manière urgente à son chef. L'expression de Taka est devenue alerte. Le Dr. Reeves arrive. Il a annoncé qu'il viendrait demain, comme prévu. Nayati dit qu'il enverra un message qui arrivera demain à midi. Isabelle a hoché la tête, soulagée. Le calendrier était logique. Bien. Je veux bénéficier de son expertise avant de tenter l'autre œil. Le lendemain matin, le Dr. Reeves arriva comme promis. Le médecin était un homme d'environ 45 ans, dont le visage buriné reflétait à la fois l'intelligence et une profonde inquiétude. Il descendit de cheval avec la raideur de quelqu'un qui avait chevauché pendant 2 jours d'affilée. « Chef Taka, dit-il en s'approchant d'un pas respectueux mais pressé, je suis venu aussi vite que possible. Le garçon est-il le Dr. Reeves? » Isabelle s'avança. « Je suis Isabelle Dawson, l'infirmière qu'ils ont également appelée. J'ai retiré un corps étranger de l'œil droit d'Ashki, mais il y en a un autre dans le gauche. » Le Dr. Reeves s'arrêta net, les yeux écarquillés. « Un corps étranger. Montrez-moi. » Isabelle tendit le tissu contenant le minuscule fragment métallique. Le Dr. Reeves l'examina attentivement, son expression devenant de plus en plus grave. « C'est fabriqué, dit-il finalement. Fabriqué délibérément, mademoiselle Dawson. Il a été placé dans l'œil de cet enfant avec une intention malveillante. » Taka s'approcha des 2 professionnels de santé. « Vous en êtes sûr? Quelqu'un a blessé mon fils intentionnellement. » Le Dr. Reeves acquiesça d'un air sombre. « Je soigne des blessures frontalières depuis de nombreuses années. J'ai vu toutes sortes de corps étrangers dans des plaies. Celui-ci, dit-il en brandissant le fragment, a été conçu pour détruire progressivement la vision. » Cette implication frappa Isabelle comme un coup physique. Cela signifiait que celui qui avait fait cela avait des connaissances médicales. Il savait exactement comment rendre un enfant aveugle. Ashki, qui écoutait la conversation des adultes d'un œil clair, s'adressa à son père en apache. Le visage de Taka s'assombrit lorsqu'il traduisit. Il se souvenait maintenant. L'homme blanc était venu l'année dernière et avait dit qu'il aiderait ses yeux en mettant plusieurs fois des médicaments dans ses yeux. « Quel homme blanc? » demanda le Dr. Reeves d'un ton sec. Taka s'adressa à Ashki et à Apache pour obtenir plus de détails. Le garçon dit que l'homme était gentil, qu'il apportait des cadeaux et qu'il s'appelait Maxwell. Richard Maxwell venait faire du commerce et demandait toujours des nouvelles des yeux d'Ashki. Isabelle se sentit mal.
Ce Maxwell a gagné votre confiance au fil du temps. Oui, dit Taka, il est venu plusieurs fois au cours de l'année. Il apportait de bons produits à des prix équitables. Lorsque les yeux d'Ashki ont empiré, Maxwell a dit qu'il avait des médicaments provenant de l'Est. Le Dr. Reeves et Isabelle échangèrent des regards sombres. Chef, dit le Dr. Reeves avec précaution, je pense que ce Maxwell a délibérément rendu votre fils aveugle. Le silence qui suivit ne fut rompu que par les commentaires étonnés d'Ashki, qui continuait à découvrir sa vision partielle. Les adultes autour de lui étaient en train d'assimiler toute l'horreur de ce qui avait été fait. Lorsque Taka prit enfin la parole, sa voix était d'un calme mortel. Où est Maxwell maintenant? Nayati, qui avait écouté attentivement, parla en apache. Taka acquiesça, son expression devenant de plus en plus menaçante. Mes éclaireurs disent que Maxwell a été vu il y a 5 jours au comptoir commercial près de Sorrow's Edge, toujours sur le territoire. Le Dr. Reeves commença à déballer sa trousse médicale. Avant toute chose, nous devons rendre la vue à votre fils. Êtes-vous prête à m'assister pour la deuxième intervention, mademoiselle Dawson? Bien sûr, répondit Isabelle. De quoi avez-vous besoin? Travaillons ensemble, docteur. Reeves et Isabelle se préparèrent pour la deuxième intervention, plus délicate. L'expérience du docteur, combinée aux mains sûres d'Isabelle et à sa connaissance de la première ablation, permet à l'opération de se dérouler sans encombre et avec succès. Lorsque le deuxième fragment métallique fut retiré, Ashki recouvra complètement la vue. Le garçon regarda autour de lui avec émerveillement, voyant clairement pour la première fois depuis plus d'1 an. « Papa, dit-il en apache, puis en anglais, tu es magnifique. » Taka prit son fils dans ses bras et le serra fort, submergé par l'émotion. Autour d'eux, la tribu apache s'était rassemblée, témoin de la guérison du fils de leur chef. Mais même en ce moment de réjouissance, Isabelle remarqua que les yeux de Taka continuaient à scruter l'horizon. Quelque part là-bas, Richard Maxwell croyait que sa cruelle supercherie restait secrète. Le Dr. Reeves nettoya ses instruments méthodiquement. « Mademoiselle Dawson, je dois vous dire quelque chose de troublant. En venant d'ici, je me suis arrêté à Mesa et j'ai parlé avec des collègues. Il y a eu d'autres cas. » « D'autres cas, demanda Isabelle. Des enfants développant des problèmes de vision mystérieux après avoir rencontré des marchands ambulants proposant des traitements médicaux. J'en compte au moins 3 cas confirmés, peut-être plus. Tucker surprit leur conversation. Maxwell a fait du mal à d'autres enfants. Il semblerait, chef, cela pourrait faire partie d'un schéma récurrent. Au fil de la journée, Isabelle se surprit à observer Tucker avec un regard nouveau. L'homme qu'elle avait d'abord considéré comme un chef de guerre redoutable se révéla être un père dévoué dont l'amour pour son enfant transcendait toutes les frontières culturelles. Ce soir-là, alors que le camp célébrait le rétablissement de la vue d'Ashki avec des chants traditionnels, Taka s'approcha d'Isabelle près du feu où elle était assise. « Femme médecin, dit-il en s'installant à côté d'elle, vous avez fait un grand cadeau à mon fils. Je vous suis redevable. » Isabelle regarda Ashki de l'autre côté du feu, qui montrait aux autres enfants à quel point il voyait clairement les flammes et les étoiles. « Il n'y a pas de dette, Taka. Le voir heureux est une récompense suffisante. » Taka scruta son visage à la lueur du feu. « Tu es différente des autres blancs que j'ai rencontrés. Tu as bon cœur. » Quelque chose dans son ton fit battre le cœur d'Isabelle plus fort. Il y avait dans sa voix une chaleur qui allait au-delà de la gratitude. « Je suis venue ici pour aider un enfant, dit-elle doucement. Je ne m'attendais pas à trouver une telle acceptation. » Taka acquiesça lentement. « Tu montres du respect pour nos coutumes, ce qui nous incite à te respecter en retour. » Ils s'assirent dans un silence confortable, regardant Ashki jouer avec les autres enfants. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu la vue, il pouvait participer pleinement à leur jeu. « Isabelle, dit Taka, prononçant son nom avec soin. Quand nous aurons réglé le problème avec Maxwell, quand le danger sera passé, que se passera-t-il ensuite? » La question avait des implications qui firent battre son cœur plus fort. « Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. J'ai des obligations à Whispering Sand Valley. » Des obligations, répéta Tucker pensivement. Parfois, les nouvelles obligations sont plus importantes que les anciennes. Avant qu'Isabelle n'ait pu répondre, le Dr. Reeves s'approcha du feu. « Mademoiselle Dawson, chef Tucker, j'ai réfléchi à la suite des événements. » Taka se leva immédiatement. « Que suggérez-vous? »
Nous devons arrêter Maxwell avant qu'il ne fasse de mal à d'autres enfants, mais nous devons également comprendre s'il agit seul ou avec d'autres personnes. Isabelle sentit une vague de froid envahir son estomac. Vous pensez qu'il y a d'autres personnes impliquées? C'est possible. La précision de ces appareils suggère des connaissances médicales et une planification minutieuse. Cela pourrait être plus grave que la cruauté d'un seul homme. Le visage de Tucker se durcit. Mon fils n'était pas la seule cible. Je le crains, chef, et si nous n'agissons pas avec prudence, Maxwell pourrait disparaître avant que nous puissions l'arrêter. Alors qu'elle prenait conscience de l'implication de cette situation, Isabelle réalisa que leur mission allait bien au-delà de la guérison d'un enfant. Ils étaient peut-être les seuls à pouvoir empêcher d'autres enfants de souffrir. Hachi courut vers leur groupe, les yeux brillants d'excitation et de clarté. « Papa, dit-il en apache, puis il essaya en anglais. Les étoiles sont belles. » Taka souleva son fils avec un sourire qui ne cachait pas tout à fait son inquiétude. « Oui, petit guerrier, ce soir tu vois toutes les étoiles. » Mais tandis qu'il montrait les constellations à son enfant ravi, Isabelle pouvait voir que Taka était déjà en train de planifier la confrontation à venir. Quelque part dans le territoire, Richard Maxwell poursuivait son travail, ignorant que ses crimes soigneusement dissimulés avaient été découverts. La guérisseuse qui avait rendu la vue à un enfant apache était sur le point de l'aider à le traduire en justice. La fête continuait, mais sous la joie, un courant de détermination traversait le camp apache. Demain, ils commenceraient à planifier comment arrêter Maxwell avant qu'il ne puisse faire du mal à un autre enfant. Si vous ressentez toutes les émotions de ce voyage incroyable, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous le regardez. Et si ces histoires puissantes vous touchent, cliquez sur le bouton s'abonner et envisagez de rejoindre notre chaîne pour la soutenir et avoir accès à des histoires exclusives qui plongent encore plus profondément dans les récits inédits de la frontière. Votre soutien nous aide à redonner vie à ces voix oubliées. La planification commença dès l'aube, après une nuit agitée où peu de personnes dans le camp avaient dormi profondément. Isabelle se réveilla et trouva Taka en train de s'entretenir avec ses guerriers autour d'un petit feu. Leur voix était une bosse pressante. La célébration du rétablissement de la vue d'Ashki avait laissé place à une sombre détermination, alors que la réalité de ce qui allait suivre s'imposait à tous. Niati s'approcha d'Isabelle alors qu'elle sortait de sa demeure. « Chef, voulez-vous vous joindre au conseil ?» dit-il doucement. « Vous connaissez les coutumes des hommes blancs. Aidez-nous à comprendre leur façon de penser. » Isabelle ressentit un frisson de responsabilité. Elle était venue pour soigner un enfant. Mais à présent, sa connaissance du monde de Maxwell pourrait aider à déterminer comment justice serait rendue. En regardant à travers le camp et en voyant Ashki jouer avec d'autres enfants, les yeux clairs et brillants de joie, elle sut qu'elle devait aider autant qu'elle le pouvait. Taka leva les yeux lorsqu'elle s'approcha du feu. « Isabelle, dit-il d'une voix autoritaire, nous avons l'intention d'enlever Maxwell. Vous comprenez comment pensent les commerçants blancs lorsqu'ils se sentent en sécurité. Vos paroles pourraient nous aider à éviter un bain de sang. » Le Dr. Reeves était assis près du feu, l'air mal à l'aise mais résolu. « Mademoiselle Dawson, j'ai discuté avec le chef Tucker de ce qui se passera après la capture de Maxwell. Nous devons nous assurer que les procédures légales appropriées seront suivies. » Isabelle regarda les deux hommes. « Qu'avez-vous décidé? » Tucker parla avec prudence, choisissant ses mots avec précision. « Une solution rapide serait une justice expéditive, mais vous nous montrez une autre voie. Nous essayons d'abord la loi blanche. Voyons si elle peut rendre justice. Si elle échoue, il laissa la menace implicite mais claire. Le plan qui émergea était à la fois simple et dangereux. De nouveaux éclaireurs avaient confirmé la position actuelle de Maxwell au comptoir commercial près de Sorrow's Edge. Il était arrivé 2 jours auparavant, suivant son habitude de rester plusieurs nuits avant de poursuivre son chemin. « Il fait confiance à la routine », expliqua Taka. « Il se croit en sécurité parce que personne ne soupçonne ce qu'il fait. Cette arrogance sera sa faiblesse. » Le Dr. Reeves étala une carte approximative sur le sol. Le comptoir commercial se trouve dans une vallée avec des voies d'évacuation limitées. Si les guerriers se positionnent correctement, les guerriers apaches connaissent le terrain mieux que n'importe quelle carte, affirma Niati avec conviction. Nous capturerons Maxwell quand il s'y attendra le moins. Isabelle écouta tandis qu'ils discutaient des itinéraires et du moment opportun. Le plan exigeait de la patience,
d'observer les mouvements de Maxwell pendant une journée supplémentaire afin de confirmer ses habitudes avant de passer à l'action. Et les preuves? Demanda Isabelle. Si nous voulons convaincre les autorités territoriales, nous avons besoin de plus que notre parole. Le Dr. Reeves acquiesça. J'ai préparé une documentation médicale détaillée sur les dispositifs retirés des yeux d'Ashki, mais nous devons attraper Maxwell avec la preuve de ses crimes. S'il porte toujours sur lui des outils pour blesser les enfants, nous les trouverons, dit Tarka d'un ton sinistre. Au fur et à mesure que la matinée avançait, Isabelle remarqua quelque chose de troublant dans le comportement de Taka. Il y avait une fureur contrôlée dans ses mouvements, une rage à peine contenue qui suggérait que sa promesse de se soumettre à la justice blanche pourrait ne pas tenir si elle était mise à l'épreuve. « Taka, dit-elle doucement en l'éloignant des autres. Je comprends ta colère. N'importe quel père ressentirait la même chose. Mais si tu veux que la loi soit appliquée, Maxwell doit être livré aux autorités vivantes et capable de subir son procès. » L'expression de Tucker était indéchiffrable. Maxwell vivra assez longtemps pour répondre de ses actes. Après cela, il haussa les épaules, laissant sa phrase inachevée. Isabelle ressentit un frisson, mais elle comprenait la position impossible dans laquelle se trouvait Taka. En tant que père, il voulait que justice soit faite. En tant que chef, il devait réfléchir à ce qui était le mieux pour son peuple. Et en tant que personne ayant été confrontée aux promesses non tenues de la société blanche, il avait peu confiance dans les systèmes extérieurs. « Je ne te demande pas de lui pardonner, dit-elle doucement. Je vous demande de laisser la justice suivre son cours, même si cela prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez. » Tucker scruta son visage pendant un long moment. « Vous avez foi en la loi blanche. Je n'ai foi qu'en ce que je peux contrôler. Mais pour vous, femme médecine, je vais d'abord essayer d'être patient. » Cet après-midi-là, tandis que les derniers préparatifs se poursuivaient, le Dr. Reeves s'attacha à documenter tout ce qu'il savait des méthodes de Maxwell, et Isabelle l'aida à organiser les preuves qu'ils avaient rassemblées, créant un dossier clair qui pourrait être présenté aux autorités territoriales. « Ces documents doivent être irréfutables, » expliqua le Dr. Reeves. « Nous avons besoin de preuves si claires qu'aucun fonctionnaire corrompu ne pourra les ignorer ou les rejeter. » À l'approche du soir, les guerriers sélectionnés firent leurs derniers préparatifs. Ils partiraient avant l'aube, se rendraient au comptoir commercial et passeraient une journée entière à observer la routine de Maxwell avant de tenter de le capturer le lendemain soir. Ashki semblait sentir la gravité de la situation. Il s'approcha d'Isabelle alors qu'elle était assise près du feu, ses yeux nouvellement clairs reflétant son inquiétude. « Tout le monde a l'air sérieux, dit-il en apache, puis il essaya en anglais. « Papa s'en va. » Isabelle s'agenouilla à côté de lui, choisissant ses mots avec soin. « Ton papa doit s'assurer que l'homme qui t'a blessé aux yeux ne puisse pas blesser d'autres enfants. Il reviendra. » Ashki acquiesça solennellement. « Bien, d'autres enfants ont besoin de la mère comme moi. » Sa sagesse simple toucha profondément Isabelle. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait de protection. D'autres enfants quelque part souffraient, et seule l'arrestation de Maxwell pouvait mettre fin à cette souffrance. Alors que le groupe de guerriers se préparait à partir dans l'obscurité précédant l'aube, Tucker s'approcha une dernière fois d'Isabelle. « S'il m'arrive quelque chose, dit-il doucement, assure-toi qu'Ashki sache que son père s'est battu pour protéger des enfants qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. »« Tu reviendras sain et sauf, répondit Isabelle, même si la peur lui serrait le cœur, et tu ramèneras Maxwell pour qu'il soit jugé comme il se doit. » Tucker lui caressa doucement le visage, un geste qui trahissait des sentiments grandissants qu'aucun des deux n'avait encore pleinement reconnus. « Tu me donnes des raisons d'espérer que la justice blanche peut fonctionner. Je m'en souviendrai. » Les guerriers partirent avant l'aube, se déplaçant comme des ombres à travers les sentiers de montagne. Isabelle et le Dr. Reeves rejoignirent les femmes et les enfants dans leur attente anxieuse, sachant que les 2 jours suivants détermineraient le succès de leur plan minutieux. Les heures s'étirèrent en une journée entière, puis une autre. Isabelle se surprit à fixer les sentiers, imaginant tout ce qui pouvait mal tourner. Maxwell pourrait ne pas suivre sa routine habituelle. Il pourrait être plus lourdement armé que prévu. Le comptoir commercial pourrait présenter des complications inattendues. Le deuxième soir, alors que l'obscurité s'installait sur le camp, Ashki apparut aux côtés d'Isabelle, incapable de dormir. « Papa, reviens vite, demanda-t-il doucement. « Oui, répondit Isabelle en le serrant contre elle.
Ton papa est très prudent et très fort. Il reviendra avec de bonnes nouvelles. Mais même en prononçant ces mots, Isabelle se demandait dans quel état serait Maxwell à leur retour. Elle avait vu la noirceur dans les yeux de Taka lorsque le nom du commerçant avait été mentionné. Quoi qu'il se soit passé à ce comptoir commercial, elle craignait que cela mette à l'épreuve toutes les personnes impliquées. Vers minuit, le deuxième jour, le bruit des chevaux qui revenaient parvint au campement. Isabelle se leva rapidement, le cœur battant, essayant de déchiffrer la posture et l'allure des cavaliers qui approchaient. Les chevaux avançaient d'un pas régulier, mais sans précipitation, ce qui était bon signe. Taka chevauchait en tête, l'air sombre, mais satisfait. Derrière lui, plusieurs guerriers encadraient une silhouette ligotée, affalée sur sa selle. Richard Maxwell, conscient mais clairement secoué par sa capture et son voyage de 2 jours. C'est fait, annonça Tucker en descendant de cheval. Maxwell est notre prisonnier. Le Dr. Reeves s'approcha immédiatement de l'homme capturé pour vérifier s'il avait des blessures visibles. Il semblait indemne, mais épuisé par le voyage. Maxwell leva la tête, ses yeux scrutant frénétiquement les visages apaches qui l'entouraient. Lorsque son regard se posa sur Isabelle, la confusion se lisait sur son visage. « Vous n'êtes pas apache, dit-il d'une voix épuisée. Que fait une femme blanche dans cet endroit impie? Je suis l'infirmière qui a découvert ce que vous avez fait à Ashki, répondit froidement Isabelle. C'est moi qui ai trouvé les dispositifs que vous avez placés dans ses yeux. Maxwell pâlit, mais il tenta de rester provoquant. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis un commerçant légitime, en possession des licences requises. Tucker s'avança, dégageant une menace contrôlée. Vous savez exactement de quoi elle parle. Nous vous observons depuis 2 jours. Nous avons vu ce que vous transportiez. Neati s'approcha, portant 2 sacs en cuir provenant des possessions de Maxwell. Nous avons trouvé ceci caché dans son chariot, annonça-t-il. Le Dr. Reeves examina le contenu, son expression devenant de plus en plus grave. Les sacs contenaient de petits instruments chirurgicaux, des flacons de liquide et plusieurs fragments métalliques identiques à ceux retirés des yeux d'Ashki. Ces outils sont spécialement conçus pour les procédures que vous avez effectuées, dit calmement le Dr. Reeves. Il n'y a aucune explication innocente au fait de transporter de tels objets. La défiance de Maxwell s'est légèrement fissurée. Vous ne comprenez pas les complexités du développement territorial. Parfois, des décisions difficiles doivent être prises pour garantir l'enracinement d'une civilisation appropriée. Civiliser. La voix d'Isabelle tremblait d'une colère contenue. Vous appelez civiliser le fait d'aveugler des enfants. Maxwell a regardé les visages qui l'entouraient, réalisant peut-être pour la première fois toute la gravité de sa situation. Vous sortez cela complètement de son contexte. Ces enfants indigènes étaient des obstacles au progrès légitime. Quelques enfants indiens handicapés sont un petit prix à payer pour assurer l'expansion pacifique d'une colonisation américaine appropriée. Le silence qui suivit était plus dangereux que n'importe quel cri. Isabelle vit la main de Taka se diriger vers son arme et elle s'approcha rapidement de Maxwell, non pas pour le protéger, mais pour se positionner de manière à pouvoir intervenir si nécessaire. « Vous venez d'avouer avoir délibérément fait du mal à des enfants, » dit-elle fermement. Devant plusieurs témoins, Maxwell sembla réaliser son erreur trop tard. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous déformez mes propos. » Le Dr. Reeves avait pris des notes rapidement dans son carnet médical tout au long de la conversation. J'ai consigné ses paroles exactes, ainsi que les preuves matérielles. Cela devrait être plus que suffisant pour les autorités territoriales. La voix de Tucker était d'un calme mortel lorsqu'il prit enfin la parole. « Vous avez blessé mon fils pour l'affaiblir. Vous avez blessé d'autres enfants pour la même raison. Vous pensez que les enfants Apaches ne valent rien. Ce n'était pas personnel, dit Maxwell désespérément. C'était simplement une mesure pratique pour garantir une politique pratique, répéta Tucker, son accent donnant à ses mots une consonance injurieuse. Vous rendez les enfants aveugles pour une politique pratique. Isabelle voyait la fureur monter dans les yeux de Taka et savait qu'ils approchaient d'un moment dangereux. Les preuves sont claires, dit-elle rapidement. Nous avons ses aveux, les outils et les preuves médicales. Emmenons-le à Tucson pour qu'il puisse être jugé comme il se doit. Tucker la regarda longuement, le chef de guerre et le père s'affrontant en lui. Finalement, il acquiesça lentement. Pour vous, femme médecine, nous essayerons la justice blanche, mais si la justice blanche échoue, si Maxwell s'échappe ou si des fonctionnaires corrompus le libèrent,
Alors la justice Apache achèvera ce que la loi blanche n'aura pas pu faire. Le Dr. Reeves a mis en sécurité ses documents et les preuves matérielles. Le voyage jusqu'à Tucson prendra plusieurs jours. Nous devons nous assurer que Maxwell arrive vivant devant le Marshal territorial et qu'il soit en état d'être jugé. Alors que le camp se préparait pour le long voyage qui les attendait, Isabelle aperçut Ashkey, qui observait la scène avec des yeux qui voyaient tout clairement. Le garçon qui avait vécu dans l'obscurité avait désormais recouvré la vue et savait que l'homme qui lui avait fait du mal allait en subir les conséquences. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Isabelle à Tucker alors qu'il se préparait à partir. « Nous allons voir si la justice blanche est honorable, » répondit Tucker. « Nous emmenons Maxwell au Marshal territorial. Vous et le Dr. Reeves témoignerez de ce qu'il a fait. Nous veillerons à ce que la vérité soit entendue. » Isabelle acquiesça, même si elle savait que le véritable test était encore à venir. Le voyage jusqu'à Tucson allait nécessiter la collaboration des guerriers Apaches et des autorités blanches, ce qui se produisait rarement sans complications. Alors qu'il se préparait à quitter le camp qui était devenu son foyer temporaire, Isabelle réalisa à quel point les choses avaient changé. Elle était venue ici pour guérir la cécité d'un enfant, mais elle partait pour participer à quelque chose de plus grand, une chance de rendre justice qui transcendait les frontières culturelles et un lien grandissant avec un homme dont le monde faisait désormais partie du sien. La guérison avait été un succès. Désormais, le véritable défi consistait à faire en sorte que justice soit faite et à découvrir si le pont qu'ils étaient en train de construire entre deux mondes pourrait résister aux épreuves d'avenir. Le voyage vers Tucson s'étendait sur 5 jours de terrain accidenté, mettant à l'épreuve à la fois les liens entre les cultures et la détermination de toutes les personnes impliquées. Isabelle chevauchait aux côtés des guerriers Apaches, n'étant plus une étrangère, mais apprenant encore à trouver sa place dans ce monde complexe. Maxwell, ligoté et surveillé, resta silencieux et maussade pendant la majeure partie du voyage, sa bravade initiale ayant fait place à une prise de conscience croissante de sa situation précaire. Le 3e jour, alors qu'il campait près d'une source naturelle, Taka s'approcha d'Isabelle, qui était assise et regardait le coucher de soleil peindre les montagnes du désert d'or et de pourpre. « Tu es silencieuse depuis que nous avons quitté le camp, » observa-t-il en s'installant à côté d'elle sur un gros rocher. Isabelle le regarda, voyant à quel point la responsabilité du leadership ne le quittait jamais, même ici, en pleine nature. « Je me demande ce qui se passera quand nous arriverons à Tucson. Et après, tu t'inquiètes de retourner à ton ancienne vie, » dit Tucker avec perspicacité. Isabelle acquiesça lentement. « J'ai une clinique à Whispering Sand Valley. Les gens comptent sur moi. Mais je sais aussi que je ne peux pas revenir à ce que j'étais avant. Ce que nous avons partagé, ce que nous avons accompli ensemble, cela m'a changé. » Tucker resta silencieux pendant un long moment, ses yeux sombres reflétant la lumière déclinante. « Tu as tout changé quand tu es venu soigner mon fils. Pas seulement les yeux d'Ashkey, mais ma façon de voir ce qui est possible. Tu m'as montré que la guérison peut transcender toutes les frontières. »« Que veux-tu dire ?» demanda Isabelle doucement. « Je veux dire que lorsque tout cela sera terminé, lorsque Maxwell sera jugé, j'espère que tu envisageras de rester. Pas en tant que visiteuse qui va et vient, mais en tant que partie intégrante de notre vie, de ma vie. » Ces mots avaient une signification profonde sans être contraignants, une invitation plutôt qu'une exigence. Isabelle sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle plongea son regard dans le sien et y vit une affection et un respect sincères. « Mon monde et le vôtre sont si différents, dit-elle, mais sa voix exprimait l'espoir plutôt que la peur. « Nous apprendrons à surmonter ces différences ensemble, » répondit Taka. « Mais je ne vous demande pas de réponse maintenant. D'abord, nous verrons justice être faite, puis vous déciderez quelle voie votre cœur choisira. » Avant qu'Isabelle n'ait pu répondre, le Dr. Reeves s'approcha d'eux. « Mademoiselle Dawson, chef Tucker, je m'excuse de vous interrompre, mais nous avons une inquiétude concernant Maxwell. » Tous deux se tournèrent vers lui avec une attention immédiate. « Quel genre de préoccupation ?» demanda Taka. « Il prétend avoir des contacts influents à Tucson, des personnes qui pourraient tenter d'interférer avec la procédure judiciaire. Je crains que son arrestation ne soit plus compliquée que prévu. » Isabelle sentit une froide angoisse s'installer dans son estomac. « Vous pensez qu'il dit la vérité au sujet de ses alliés puissants? »« C'est possible, » répondit le Dr. Reeves d'un ton grave.
Les hommes comme Maxwell agissent rarement de manière totalement isolée, mais nous avons des preuves solides et des témoignages convaincants. Nous devons avoir confiance en la justice. Alors que Tucson apparaissait enfin à l'horizon, avec ses bâtiments en adobe représentant la collision de multiples cultures, Isabelle réalisa qu'ils étaient sur le point d'affronter l'épreuve ultime, celle de savoir si les preuves et la vérité pouvaient vaincre la corruption et les préjugés. Le shérif territorial, un homme buriné nommé John Stevens, écouta leur histoire avec un étonnement croissant. Le Dr. Reeves présenta les preuves médicales avec une précision professionnelle, tandis qu'Isabelle décrivait les procédures chirurgicales et la convalescence. Les preuves matérielles étaient étalées sur le bureau de Stephen comme autant d'instruments d'accusation. C'est profondément troublant, finit par dire Stephen. Vous me dites que cet homme a délibérément rendu aveugle des enfants dans le cadre d'un complot visant à affaiblir le leadership tribal? C'est exactement ce que nous vous disons, répondit Isabelle avec fermeté. Et nous avons ces aveux attestés par plusieurs témoins. Maxwell tenta une dernière défense désespérée. Marshall Stevens, vous devez comprendre que mes propos ont été complètement sortis de leur contexte. Je suis un homme d'affaires légitime. Cette arrestation est le résultat de malentendus qui ont été amplifiés de manière disproportionnée par ces personnes. Stephen examina attentivement les preuves. Alors, expliquez-nous ces instruments chirurgicaux. Expliquez pourquoi plusieurs témoins vous ont entendu décrire vos actes contre les enfants. Maxwell perdit son sang-froid. Ces témoins sont des sauvages dont les témoignages ne devraient pas être considérés comme fiables dans un tribunal civilisé. Taka s'avança, sa présence remplissant le petit bureau d'une dignité tranquille. Marshall, dit-il dans un anglais soigné, nous vous emmenons à l'endroit où nous avons trouvé cet homme. Les gens là-bas vous diront ce qu'ils ont vu, ce qu'ils savent. La vérité parle d'elle-même. Stevens acquiesça pensivement. J'ai l'intention d'enquêter de manière approfondie. Mais sur la base des preuves présentées, je place Maxwell en état d'arrestation officielle dans l'attente d'une procédure judiciaire en bonne et due forme. 6 mois plus tard, après une enquête approfondie et un procès qui a attiré l'attention des journaux de tout le territoire, Richard Maxwell a été condamné à 5 ans de prison territoriale, une peine importante pour les crimes commis contre des enfants autochtones à cette époque. Cette condamnation a envoyé un message clair. La loi territoriale protégerait tous les résidents, quelle que soit leur origine. La véritable victoire, cependant, vint des relations nouées au cours de la quête de justice. Les autorités territoriales acquirent un nouveau respect pour les témoignages et les preuves fournies par les Apaches. Les Apaches apprirent que certaines institutions blanches pouvaient être considérées comme fiables pour rendre un jugement équitable lorsqu'on leur présentait des preuves claires. Au cours de ces mois de procédure judiciaire, Isabelle fit plusieurs allers-retours entre Tucson et Whispering Sand Valley, transférant progressivement son cabinet médical. Elle forma un jeune médecin pour reprendre sa clinique tout en maintenant ses liens avec les patients qui dépendaient de ses soins. Plus important encore, elle a passé du temps au camp Apache, apprenant la langue, les coutumes et les modes de pensée qui l'aideraient à comprendre l'homme qu'elle avait appris à aimer. Tucker, à son tour, l'a accompagné à Whispering Sand Valley, nouant des relations avec les habitants de la ville qui ont progressivement appris à respecter sa sagesse et son intégrité. Leur relation amoureuse s'est développée naturellement au fil des saisons, fondée sur des valeurs communes, un respect mutuel et le lien profond forgé par leur mission commune de guérison et de justice. La cérémonie de mariage eut lieu au coucher du soleil, à la fin de l'hiver et au début du printemps, dans l'amphithéâtre naturel du campement Apache. La célébration respecta entièrement les traditions Apaches, Nijoni dirigeant la cérémonie de bénédiction et toute la tribu assistant à l'union. Isabelle portait une robe créée par les femmes Apaches. De magnifiques perles racontaient l'histoire de la guérison et du nouveau départ. Le Dr. Reeves était présent en tant qu'invité d'honneur, étant devenu un pont entre la communauté Apache et les colonies blanches grâce à son approche respectueuse de la médecine interculturelle. Ashki se tenait fièrement aux côtés de son père, les yeux clairs brillants de joie, regardant la femme qui lui avait rendu la vue devenir membre de sa famille. « Maintenant, j'ai une maman et un papa », dit-il en apache, puis il essaya en anglais. « Famille Bondaranem ». Alors que les étoiles apparaissaient dans le vaste ciel de l'Arizona, Isabelle regarda les visages rassemblés pour célébrer leur union.
les familles Apache qu'il avait accueillies comme l'une des leurs, les enfants dont les rires résonnaient clairement dans l'air du désert, les anciens qui avaient béni cette union de mondes différents par un objectif commun. « À quoi penses-tu » demanda Taka, suivant son regard à travers la foule rassemblée. « Je pense à la guérison » répondit Isabelle. « Quand je suis arrivé ici, je pensais que je ne traitais que la cécité d'un enfant, mais nous avons guéri bien plus que cela. » Tucker acquiesça, la compréhension circulant entre eux sans besoin de mots. Nous guérissons les barrières qui empêchent les gens de se voir tels qu'ils sont vraiment. Nous guérissons les blessures qui font des ennemis de potentiels alliés. Nous guérissons par l'amour qui ne connaît pas de frontières. Le Dr. Reeves s'approcha d'eux alors que la fête se poursuivait autour du feu central. « Madame Isabelle, ou devrais-je dire guérisseuse Isabelle, j'ai des nouvelles qui pourraient vous intéresser. » Isabelle se tourna vers lui avec curiosité. « Quel genre de nouvelles? J'ai correspondu avec des médecins d'autres territoires. Il semble qu'il y ait d'autres enfants souffrant de blessures délibérées similaires. Les professionnels de la santé commencent à reconnaître des schémas qui étaient auparavant négligés. » Isabelle sentit son pouls s'accélérer avec détermination. Des enfants qui pourraient encore être aidés, mais cela nécessiterait une enquête minutieuse, une intervention médicale qualifiée et le type de rapprochement culturel que vous et Taka avez démontré ici. Taka et Isabelle échangèrent un regard, comprenant immédiatement ce que l'autre pensait. Ils avaient trouvé leur vocation commune, soigner les blessés, lutter pour la justice, établir des liens entre des communautés qui avaient été séparées par la peur et l'incompréhension. « Nous aiderons autant que possible, » dit Isabelle avec fermeté. « Mais cette fois, nous le ferons ensemble, en famille. » Alors que la fête se prolongeait tard dans la nuit, Isabelle dansa avec son mari sous les étoiles qui semblaient sourire à leur union. Le voyage qui avait commencé par une fuite désespérée vers le territoire Apache avait abouti à quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Un amour qui avait transformé non seulement deux cœurs, mais des communautés entières. Ash qui s'endormit contre l'épaule d'Isabelle alors que la danse touchait à sa fin. Sa respiration était paisible et ses rêves étaient sans doute remplis du monde clair et lumineux qu'il pouvait désormais voir. Dans ses bras, il représentait non seulement son beau-fils, mais aussi l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Un avenir où la guérison importait plus que la souffrance, où la compréhension transcendait les vieux préjugés, où l'amour créait des familles qui honoraient à la fois la tradition et le changement. Dans les années qui suivirent, Isabelle et Taka aidèrent effectivement à identifier et à soigner d'autres enfants qui avaient subi un sort similaire, travaillant avec des guérisseurs Apaches et des médecins blancs pour développer une nouvelle compréhension des dommages médicaux délibérés. Leur partenariat contribuera à des réformes juridiques qui protégeront mieux les enfants des tribus et établiront de nouvelles normes pour la pratique médicale territoriale. Mais surtout, ils élèveront Ashi dans un monde où la guérison est honorée au-dessus de la conquête, où la justice appartient à tous, quelle que soit leur origine, et où l'amour crée des liens plus forts que toute division culturelle. L'histoire qui avait commencé par la cécité s'était terminée par la vue, non seulement pour un enfant, mais pour toute une communauté qui avait appris à voir au-delà des vieilles haines pour découvrir de nouvelles possibilités d'espoir et de compréhension. Si vous êtes ému par les amours interdites et les légendes émouvantes du Far West, abonnez-vous à Wild West Love Legends. Vous regardez la télévision, prenez votre téléphone, recherchez Wild West Love Legends. Le voyage ne s'arrête pas là. L'amour trouve toujours un autre chemin.